Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, Richmond, tout un monde qui porte le nom de New York, la ville la plus cosmopolite de la Terre, la seule où personne ne peut être considéré vraiment comme un étranger. Ce New York-là est né avec le siècle. Entre 1890 et 1914, plus de 15 millions d'Européens ont traversé l'Atlantique, accomplissant le plus grand mouvement de migration humaine de tous les temps. Pour eux, New York était la porte de la terre promise, mais beaucoup ne sont pas allés plus loin, créant ainsi cet extraordinaire creuset de culture et de race, ce point de fusion providentielle entre l'ancien et le nouveau monde. Telle est la première image de l'Amérique qui se présentait aux yeux des immigrants et sans doute devaient-ils la garder dans leur mémoire pendant toute leur vie. Il est difficile évidemment d'imaginer ce que représentait ce symbole pour un paysan venu de l'Ukraine, du Caucase ou de l'Europe centrale. Dans l'immédiat en tout cas, cela représentait le terme de 15 jours d'épreuve, 15 jours qu'ils avaient mis à traverser l'Atlantique sur des vapeurs poussifs, entassés sur le pont, dormant à la belle étoile, avec le mal de mer. D'ailleurs, ils n'avaient pas le temps de réfléchir longuement à leur future liberté, car déjà devant leurs yeux se profilait le terme de la première étape de leur voyage, les bâtiments de Ellis Island. Isolés sur un îlot, au large de Manhattan, ces bâtiments devinrent en 1892 le centre de triage où étaient accueillis les immigrants, du moins ceux de l'entrepont, de la troisième classe, c'est-à-dire les plus pauvres et les plus nombreux, ceux pour qui ce voyage vers l'inconnu était souvent celui de la dernière chance. C'étaient des Juifs de l'Est qui fuyaient l'intolérance et les pogroms de l'Empire russe, des Polonais, des Lettons, des Finnois victimes de la politique de russification des tsars, des paysans allemands que la terre ne pouvait plus faire vivre, un échantillonnage de toutes les races de l'Europe centrale et des Balkans, abandonnant l'Empire austro-hongrois à sa décrépitude, des Arméniens et des Grecs dégoûtés de la tyrannie turque, et des familles entières d'Italiens chassés par la misère, la famine et le choléra. Dans sa grande majorité, une immigration de pauvres gens, des paysans pour la plupart, sans qualification professionnelle, souvent illettrés. Par milliers, tous les jours, durant des années, ils ont débarqué ainsi, avec tous leurs biens sur le dos. Les hommes engoncés dans leur costume du dimanche pour faire bonne impression, tous soigneusement étiquetés, anxieux de savoir s'ils allaient être admis dans leur nouvelle patrie. Et c'est ici, à Ellis Island, qu'était scellé leur destin. Les bâtiments sont à l'abandon depuis 20 ans et il ne reste plus que des ruines de ce qui a été pendant plus d'un demi-siècle l'antichambre du Nouveau Monde pour la plupart des immigrants européens. De 1890 à 1954, on estime qu'environ 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont séjourné ici et ont donc commencé ici leur nouvelle vie de citoyens américains. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer la cohue qui régnait ici sans discontinuer tous les jours de la semaine. Il n'était pas rare de dénombrer sur un même bateau les représentants de 25 à 30 nationalités différentes.
Formalités administratives, examens médicaux, soins à donner aux enfants, et puis des réponses à faire à la litanie des questions habituelles posées dans toutes les langues mais rarement en anglais, où changer de l'argent, où se loger à New York, comment se rendre à Cleveland, à Detroit ou à Chicago, comment trouver l'adresse d'un tel ou d'un tel. Si l'on en croit les récits de ceux qui sont passés par Ellis Island, le grand problème était celui de la nourriture, et la surprise horrifiée d'un juif d'Odessa devant une tranche de jambon n'avait d'équivalent que le dégoût des musulmans pour quoi que ce soit, sauf les œufs durs, dont on pouvait jeter la coquille, infestée par le contact des infidèles. Il y avait aussi les tragédies, les indésirables de toutes sortes à qui l'entrée était refusée et qu'il fallait parquer, au risque qu'ils se suicident, en attendant qu'un bateau accepte de les ramener dans un port d'Europe. Pour cela, l'Amérique, à peine entrevue, n'aura jamais été qu'un rêve. Pour ceux qui, quelques heures plus tard, mettaient le pied sur Manhattan, le rêve ne tardait pas à se dissiper au contact de la réalité. Une réalité effrayante. La crise du logement avait pris d'année en année une telle ampleur que dans certains quartiers, la vie pratiquement se passait dans la rue. Rien que dans le quartier populaire du sud-est de Manhattan, on dénombrait 700 000 juifs, 150 000 Italiens et 60 000 Noirs, progressivement repoussés vers le nord. Pour vivre, des milliers de gens travaillaient chez eux, dans des chambres minuscules, notamment à la confection de vêtements, qui était une des seules activités rentables. « 1 500 000 personnes vivaient dans des taudis et dans des caves d'immeubles. Des journalistes étrangers, comme le Suédois Jacob Riis, à qui l'on doit ces documents, furent épouvantés par le spectacle d'une misère qui n'était comparable à rien d'autre en Europe. Néanmoins, et c'est là le miracle, cette population hétéroclite de déracinés misérables sera intégrée dès la première génération à la nation américaine. Vers 1900, on dénombrait environ 180 000 New-Yorkais qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Cela n'était possible que parce que les nationalités ont eu tendance, dès le début, à se regrouper et à constituer de véritables ghettos, où le nouvel immigrant, décidé à rester là, retrouvait sa langue, les traditions de son pays et ses habitudes. C'est la caractéristique de New York. Les communautés sont restées groupées sur le terrain conquis, créant à l'intérieur de la grande ville des petites villes, italiennes, chinoises, espagnoles, irlandaises ou juives. Cela est particulièrement spectaculaire dans le sud-est de Manhattan et le sud de Brooklyn. Ici, changer de quartier, c'est changer de pays. Passer un pont, c'est changer de continent, même si les enfants de chaque côté sucent la même crème glacée. « 500 mètres les séparent autant que des milliers de kilomètres. Des femmes cachant leur crâne rasé sous des perruques un peu trop parfaites, des embouteillages de voitures d'enfants, c'est le quartier juif de Brooklyn.
6 in the morning until 9 p.m. From 6 a.m. until 9 p.m. De Teufels in the projects, in de Teufels in the Gegen, beten wir soll kommen in Stimmen von den Kandidaten Joseph Slavin. Bien sûr, chacun sait que New York est la plus grande ville juive du monde, un New-Yorkais sur 4 est juif, et ils sont disséminés un peu partout. Mais ici, c'est le véritable ghetto. Ils sont 750 000, massés sur un territoire de quelques blocs. De stricte orthodoxie religieuse, ils ne plaisantent pas avec la tradition, et leur tenue n'a rien de folklorique. Ja? Kijk eens? Ja. Ik wil rijden. Ik wil Deze is in mijn tegen te doen. Dus het zo wel de tweede laten zien kan met die farm schwierken. Ja, maar deze is in zijn met van het vrij. Van het gaan met samen daar hebben. Tegen de Les caméras ne sont pas bienvenues dans ces parages. Néanmoins, nous avons pu assister à une curieuse cérémonie qui se déroule aux environs de la nouvelle année juive. Il s'agit d'une sorte d'exorcisme, d'une habile manœuvre qui consiste à faire passer toutes les mauvaises choses qu'on a dans la tête dans celle d'une poule.
On repasse le pont et à une portée de fusil, on se retrouve à Naples. C'est Mulberry Street, le cœur du quartier italien. La majorité des Italiens venus au début du siècle étaient du Sud. La grande manifestation nationale traditionnelle se déroule donc le jour de San Gennaro, un saint napolitain. Ici, le ventre passe avant l'âme et on a bien associé commerce et religion. Le digne San Gennaro, tout en or et en argent, trône le plus sérieusement du monde sur une châsse de dollars. Il sait, comme tout le monde ici, que le dollar, c'est sérieux. Ladies and gentlemen, don't forget, it's 189 Chinatown. Please come down. Ladies and gentlemen, okay, let's start again. ¿Qué pasa, mamá?
Smile now. Double. Hold it. Smile. Et il y a Harlem, ou plutôt les multiples Harlem. Celui de l'Est, c'est le quartier portoricain, le plus ruiné, le plus misérable, le plus dangereux. Il s'est créé à la fin du siècle dernier, après que l'annexion de Porto Rico par les États-Unis ait entraîné le droit pour ses habitants de pénétrer librement sur le territoire américain. C'est le cancer de New York. Il s'étend inexorablement, appauvrissant la ville et repoussant petit à petit les Noirs qui s'infiltrent à l'ouest de Central Park. Ahí tiene, mira. Oh, wow. Sí, sí te lo hace. Vaya, vaya. Yo me mato con todo. No se bochona, pana. No me le mete mano. Ahí. Papá, no te tienes que poner tan feo. Le véritable Harlem, le ghetto noir devenu pratiquement interdit aux Blancs, était vers 1890 un des quartiers les plus élégants de New York, habité par des gens pour lesquels la poignée de main entre George Washington et Lafayette avait un sens. Par un de ces brusques changements, dont l'Amérique a le secret, il tomba en désuétude et fut envahi en 1900 par les Noirs chassés du sud de Manhattan sous la poussée des immigrants. 2 fois la population de la ville d'Anvers, dans un carré de 2 km de côté. Harlem ne se raconte pas, mais il peut s'évoquer la nuit, quelque part dans un de ces immeubles délabrés.
Le brusque apport de population au tournant du siècle a eu d'autres conséquences bien plus importantes. La plupart des immigrants ne firent que transiter par New York, pour se diriger ensuite vers les régions industrielles du Nord-Ouest qui étaient avides de main-d'œuvre à bon marché. Chicago, Detroit ou ici Cleveland sur les bords du lac Erie. Nous ne sommes pas dans la banlieue, mais bien dans le centre de la ville. Aux États-Unis, où les vestiges du passé sont rares, aucun paysage industriel n'évoque mieux que celui-ci le spectaculaire développement du début du siècle qui va, en quelques années, mettre l'Amérique au premier rang des puissances mondiales. En 1912, les limites de l'expansion territoriale sont atteintes, l'épopée prend fin et l'histoire des États-Unis, avec son rythme endiablé, adopte une toute autre tournure. Mettre en valeur, exploiter, s'enrichir deviennent les mots d'ordre. Le progrès est la nouvelle religion et les perspectives paraissent infinies. Oui, il faut se rendre à l'évidence, quelque nostalgie que l'on ait des pionniers de la frontière ou de cette Amérique pastorale, telle que la rêvait Jefferson ou les utopistes du XVIIIe siècle. Ce qui va marquer définitivement le caractère des États-Unis, c'est d'abord la formidable révolution industrielle qui a lieu ici dans les dernières années du XIXe siècle. Et ce qui va donner son caractère définitif à la société américaine, eh bien, ce ne sont pas les descendants des puritains du Mayflower, mais bien ce formidable brassage racial qui est issu des grandes vagues d'immigration européenne du début de ce siècle. Désormais, le pionnier, ce n'est plus l'aventurier de l'Ouest, c'est le capitaine d'industrie. On pourrait citer bien des noms. Henry Ford, avec son éternel chapeau de paille, est toujours le premier qui vient à l'esprit. Avec son génie inventif, ses dons d'organisateur, son sens des affaires et son optimisme fatigant, il représente bien la race des nouveaux maîtres de l'Amérique. Haut rendement, haut salaire, course au bien-être, il incarne parfaitement l'attitude à la fois matérialiste et idéaliste de cette nouvelle société. Il est de ceux qui enfonceront dans la tête de ses compatriotes que tout problème trouve sa solution et qu'il suffit de travailler pour améliorer son sort. C'est l'époque où un autre ingénieur américain, Frederick Taylor, frappé par ce qu'il appelle la tendance à la flânerie systématique des ouvriers, met au point sa théorie de l'organisation scientifique du travail. Pour Henry Ford, c'est une révélation, et il passe sans tarder au stade expérimental, chronomètre en main. Les moindres gestes, les moindres déplacements des ouvriers sont mesurés et bien vite deux constatations s'imposent. Premièrement, c'est le matériel qui doit se déplacer et non les hommes, de manière à créer un rythme de travail constant et uniforme. Deuxièmement, il faut que chacun accomplisse toujours la même tâche, de manière à acquérir un automatisme qui supprime les tâtonnements, les hésitations et les gestes inutiles. Henry Ford crée ainsi la première chaîne de montage et triomphe en matière de prix de revient et de rythme de production. La théorie du management a trouvé sa première application. Le temps peut enfin être mesuré en termes d'argent. Plus tard, Ethel Ford, le fils du précédent,
aura l'idée surprenante de demander au peintre mexicain marxiste Diego Rivera de représenter tout cela sur les murs du patio florentin reconstitué à l'Institut des Beaux-Arts de Detroit. Et cela nous permet de retrouver les descendants de nos immigrants, devenus ouvriers qualifiés, strictement spécialisés, peuple de fourmis laborieuses, œuvrant dans l'ombre et pour un traitement satisfaisant, à la splendeur équivoque, tapageuse et provisoire de l'Amérique des années 20. En 1910, deux journalistes de la télévision belge eurent l'idée de se rendre de Detroit à Chicago à bord d'un Model T expérimental, ancêtre de notre moderne station wagon. Ce véhicule était piloté par un chauffeur polonais originaire de Poznan. Au cours de cet interminable périple à travers l'Ohio et l'Indiana, le chauffeur eut l'occasion de raconter des choses fort curieuses au sujet de la population polonaise de Chicago. Selon lui, cette population dépassait largement le million et avait recréé de ce côté de l'Atlantique une sorte de Pologne mythique, baptisée Polonia, conservant sa langue, ses coutumes et très occupée à construire des cathédrales, immenses et laides selon le goût de l'époque. Nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de voir ce qu'étaient devenus les descendants de ces habitants d'un pays qui à l'époque n'existait pas, de ces sujets russes, prussiens ou autrichiens qui s'étaient exilés aux États-Unis pour devenir polonais et s'étaient retrouvés américains.
Encore 500 km. Jusqu'où? Jusqu'à Chicago. Le métro aérien du Loop de Chicago est un bon début pour une enquête de ce genre. Il date à peu près de l'époque et, à vrai dire, il ne mène nulle part. Il tourne en rond, inlassablement, autour des quelques blocs qui constituent le centre commercial le plus trépidant du monde. On va, paraît-il, détruire ce grand jouet encombrant et avec lui disparaîtra l'un des derniers vestiges du vieux Chicago, celui auquel tout le monde pense, le Chicago du crime, des gangsters et de la prohibition. Chicago est sans doute la ville la mieux construite d'Amérique. La plupart des grands architectes américains y ont laissé leur marque et la situation géographique a imposé un bouleversement inattendu dans la géométrie classique et élémentaire qui généralement régit le tracé fastidieux de l'urbanisme américain. Chicago, entre la terre et l'eau, a été avant tout la plaque tournante de la plus grande voie de communication des États-Unis, située au centre du réseau maritime des lacs et du réseau ferroviaire qui desservait le sud et l'ouest. C'est de là que lui vient sa puissance. Les abattoirs ont à présent disparu, mais Chicago règne toujours sur le cœur de l'Amérique, sur le Middle West, avec le plus grand marché de céréales du monde. Les descendants des immigrants polonais du début du siècle ont quitté les quartiers populaires où flotte encore le rêve de Polonia, mais qui petit à petit sont envahis par les Mexicains et où la tequila commence à supplanter la vodka. Les Polonais constituent à présent une communauté puissante et ils se sont déplacés vers les quartiers résidentiels.
Vous n'étiez jamais venu à Chicago? Ah oui, je voyageais partout en Amérique. Même je suis venue à Chicago, mais avec des amis américains. C'est une ville américaine. On l'appelle The Second City. Enfin, donc au fond, vous avez découvert la ville américaine à ce moment-là. Oui, mais maintenant, c'est pour la première fois que je suis ici pour visiter les amis polonais. Et comme ça, même en venant de l'aéroport, quand j'ai vu tous ces clochers de l'église et tout ça, j'ai eu envie de voir qu'est-ce que ça fait dire le vieux quartier polonais. Enfin, je me suis promenée là-bas. J'ai découvert tant de choses. Je n'avais aucune idée que ça existait. Tous ces gens de la première immigration étaient très pauvres. Après, ils sont devenus plus riches, mais alors, ils ont abandonné leur ancien quartier pour aller plus loin. Mais toutes ces églises sont restées, la plupart vides et abandonnées. C'est émouvant de penser qu'il y avait à peu près 1 million de Polonais ici au début du siècle. Mais c'est difficile à dire exactement. Quand les émigrants sont arrivés à partir de 1865, la Pologne n'existait plus. Elle était partagée entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche. Donc la plupart des Polonais qui sont venus à cette époque ont été inscrits comme citoyens allemands, russes ou autrichiens. Mais ils parlaient polonais, ils se considéraient comme polonais, alors ils ont recréé une Pologne en Amérique. Et ils ont appelé ça Polonia. C'était un rêve. Ils sont devenus américains comme tous les autres. C'est extraordinaire de retrouver cette atmosphère dans un pays comme les États-Unis, où tout change si vite. Évidemment, beaucoup de maisons ont été détruites. La plupart étaient en bois et Chicago a toujours été la ville des incendies. C'est à cause du vent qui souffle toujours si fort. On l'appelle Windy City, la ville du vent. Oui, le vent qui souffle toute l'année sur Chicago a créé une véritable obsession du feu, depuis le gigantesque incendie qui a détruit la ville en 1871.
Hej. Dzień dobry. Co wy robicie? Zamalowujecie to? W tej chwili zmieniamy troszkę rysunek, ponieważ Janosik był garbaty. W związku z tym musimy troszkę zmienić rysunek. Pour moi, c'est vraiment très curieux d'entendre les Polonais d'ici parler encore de Polonia. C'est une sorte de mythe, quelque chose de sentimental. Pourtant, j'ai vu que le jeune ici essaye de montrer que la communauté polonaise existe toujours avec sa culture originale. Ce n'est plus polonien, mais c'est quand même une Amérique un peu différente de l'Amérique anglo-saxonne. A tło jest ubrane w tle, daliśmy wszystkie tkaniny ze wszystkich regionów polskich. Kto zaprojektował? A głównym projektem jest Kierol Jasko. J'ai aussi découvert le musée polonais. C'est vraiment un endroit très étrange, tout à fait surréaliste. Je pense qu'il était situé en plein au milieu du quartier polonais, mais maintenant il est au milieu de nulle part, entre des autoroutes. Il n'y a plus beaucoup de visiteurs là, mais il y a toujours un guide qui est lui-même une pièce du musée, la seule pièce un peu vivante. Tout le reste est si triste. C'est la Pologne, mais une espèce de Pologne momifiée. Ale nie jest dokładna czapka. No, to jest ślązacka, mi się zdaje, koronkowa. Bardzo piękne są te koronki. Tak? I są Ślązacy i Krakowiacy i para z Łowicy, tak. Nie. A to jest Zydek Góralski. Nie. To jest strój żywiecki. Tak. Ale my mamy klub Podhalan w Chicago. Szli ulicą, Tak? skrzypkami, akordiony. A jaki to ładny Zydek. W tym czerwonym to nasi Halepczycy się ćwiczyli w Kanadzie. W 1933 roku L'impression qu'on a, c'est que les Polonais ont passé leur temps à se faire tuer sur les champs de bataille des autres pour la liberté des autres. Et c'est la vérité. Par exemple, Pulaski, qui est un grand héros de la Révolution américaine, qui est venu se faire tuer ici à la bataille de Savannah. Il y a évidemment une salle consacrée à Kościuszko, encore un grand héros américain. C'est grâce à lui qu'ils ont gagné la bataille de Saratoga, qui a été la plus importante dans la guerre d'indépendance. Moi, je trouve que il est un beau garçon, Kościuszko. Et puis,
Il a le même nez que moi. Vraiment le nez polonais. Heureusement, il y en a qui gardent la tradition polonaise avec un peu plus de vie, avec la danse, avec la musique. Il y a de très bonnes troupes à Chicago. Ce sont des amateurs, ils font ça pour s'amuser comme ça, mais ils sont très bonnes. Sławek! Przestań! Strzelić to jeszcze raz, jak ja będę jeździł końcu. Oui, je crois que les choses sont très différentes. J'ai des amis près de New York qui sont devenus tout à fait américains dans leur manière de vivre. Leurs enfants ne se posent plus toutes ces questions. Simplement, ils jouissent de la vie, de la liberté, avec peut-être un peu plus de fantaisie que les jeunes Américains, parce que ça, c'est dans le caractère polonais, et on ne le changera jamais. C'est ce qui est le plus extraordinaire dans ce pays. Tout le monde parle la même langue, tout le monde se comprend. C'est vrai qu'il y a une standardisation, mais tout de même, chaque groupe ethnique entretient cette tradition. Je pense que c'est une tendance qui va devenir de plus en plus importante aux États-Unis. Ça sera peut-être ça, le tournant du siècle prochain. Just a little bit harder. I got to try some more. I said try.